parfois. À 22h30, je vais me mettre à écrire une newsletter parce que j'ai le feu à ce moment-là, tu vois. J'ai de l'inspi qui vient, je ne l'attendais pas. Et au final, c'est un peu comme l'amour, quoi, tu sais. Parfois, la créativité, elle arrive alors que tu l'attends absolument pas, à un moment complètement random. Bonjour Julia, comment ça va? Bonjour Madeleine, ça va et toi? Bah écoute, ça va super bien. Je suis super contente que tu aies accepté du coup de participer à Chromatica, sachant que tu es la première personne à qui j'ai demandé Oui, de faire une interview, qui a été c'est vrai. repoussée pour X, Y raison. Du coup, bienvenue dans ce petit cocon qu'est Chromatica. Bah merci. On va parler personal branding aujourd'hui, Oui. entre autres. Et pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, c'est-à-dire tous les gens qui vivraient sous un rocher, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Julia, je suis entrepreneur depuis 2013, associée à Julie depuis 2019. Et au quotidien, on aide les freelances, les entrepreneurs à mieux s'organiser dans leur business et à kiffer leur vie professionnelle indépendante. Claire, concis. Voilà, un pitch quoi. GNG, tout simplement, depuis des années, que je pense qu'il y a quand même pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui vous suivent, donc qui vous connaissent et qui savent un petit peu de quoi ça parle. Oui. Mais du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas ton parcours, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler et nous dire ce qui t'a inspiré à justement aider les entrepreneurs à améliorer leur quotidien? J'ai commencé en 2013 en étant community manager freelance, à un moment où le métier n'existait pas du tout. Donc c'était très dur de trouver des clients parce qu'il fallait éduquer sur quel était ce métier, etc. J'ai pas mal galéré les premières années à trouver des clients. Après, le nouveau challenge qui s'est imposé à moi, c'est qu'il a été difficile de jongler entre tous ces clients, donc de m'organiser. Et ensuite, ça a été vraiment très important pour moi. Ça a été comme un besoin en fait de transmettre tout ce que j'avais appris pendant mes années de galère. Mhm. Et donc, j'ai naturellement ouvert un blog, moi qui étais fan de Skyblog quand j'étais plus jeune, puis de forum après. Ça a été un peu une évidence que de créer un blog pour raconter mes déboires de freelance. Et finalement, ce blog a pris une ampleur que j'aurais pas soupçonnée. Et c'est devenu une vraie entité à part entière jusqu'au moment où j'ai senti le besoin de plus être seule dans cette aventure et où j'ai proposé à Julie qu'on se marie professionnellement. Et donc, elle a dit oui, hein, voilà, vous le savez, hein, pour la plupart. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Avec Julie, on a mis en commun finalement toutes nos compétences et toutes nos expériences pour pouvoir aider les entrepreneurs aujourd'hui à kiffer leur quotidien. Et à créer un super cerveau. Oui, aussi, c'est vrai. Et du coup, j'ai une toute petite question qui n'est pas dans la liste des questions que je t'ai envoyée. Oui. Pourquoi I don't think I feel? Parce que je trouvais ça stylé. J'avais vu ça sur un visuel sur DeviantArt euh, en 1992. Et, et en Ok, fait, on parle du Jurassique là. ouais, un peu, un peu. Et j'avais fait un vieux clic droit enregistré sous, tu vois, qu'on déteste aujourd'hui, Ouais. pour voler cette image que j'avais mis partout en avatar de tous les forums, en photo, tu sais, sur MSN, bref, partout. Et donc, Ok. du coup, quand j'ai cherché mon titre voilà, du site internet, j'ai mis ça, en fait. C'était du coup par habitude. Et après, finalement, je me suis dit, purée, mais ça résonne bien, en fait, c'est pas mal. Pas grave. Et enfin maintenant, oui, ça fait sens. Voilà. Absolument. Et du coup, alors, grosse question qui est, on va dire, le nerf de cet épisode par rapport au branding de I Don't Think I Feel et de G&G, puisque en fait, je crois me souvenir que ton branding perso en fait a coulé un peu sur G&G. Oui. Quelles ont été tes principales influences et quelles sont encore aujourd'hui tes influences en matière de branding et de présence sur les réseaux sociaux? Et comment est-ce que tu t'inspires au quotidien pour créer du contenu de qualité et qui va être engageant? D'un point de vue du branding, vraiment, de l'ambiance que je mets, j'ai envie que ce soit vraiment comme moi je me sens bien. En fait, c'est un branding qui me plaît d'abord à moi. C'est très égoïste, hein. Vraiment, j'ai fait beaucoup de choses très égoïstes au niveau du site internet, au niveau de mes visuels sur Instagram. Vraiment, tout est très égoïste, c'est que ça me plaît d'abord à moi Mhm. parce que je n'arrive pas à travailler dans un environnement qui ne me plaît pas visuellement.
je peux pas travailler sur un doc Excel qui ne serait pas avec des colonnes colorées, en pastel de préférence. Voilà, c'est vraiment très compliqué pour moi, même à l'époque où je prenais des notes pendant mes cours, il fallait que ce soit joli, que ce soit agréable. Du coup, je pars déjà de ce principe-là. Il faut que ce soit stylé pour moi. Et ensuite, finalement, c'est comme si je croisais les doigts pour embarquer des gens qui ont les mêmes goûts que moi avec moi. Mhm. Convaincre ceux qui n'auraient pas les mêmes goûts que moi que finalement, c'est pas si laid, simplement. Et au final, je me nourris beaucoup de tout ce qui passe sous mes yeux d'un point de vue visuel. Donc finalement, c'est beaucoup de choses différentes. Ça peut être des packaging, ça peut être des profils Pinterest bien précis où les couleurs en fait m'agrippent tout de suite. Ça peut être le fait de me balader sur Creative Market et de tomber sur des typos qui résonnent et qui me plaisent, tu sais, qui d'un coup brillent Ouais. sous mes yeux. Mais aussi, ça va être beaucoup, et là, ça rejoint un peu ta deuxième question sur qui m'influence encore aujourd'hui et du coup, comment ça m'influence. Ça va être beaucoup des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec le mien Ouais. et où je vais me dire, et si je transposais ça dans mon univers, qu'est-ce que ça donnerait? Et Ok. finalement, je fais des mix and match dans ma tête comme ça de trucs. Ah, t'as quand même un gros côté créatif. Ouais, c'est fou parce que pourtant, pendant des années, je l'ai un peu refoulé. Tu sais, pendant des années, j'étais beaucoup en mode non, mais moi je suis tech, moi je suis très pragmatique, process et tout. Et Hmm. en fait, avec les années, je comprends que bah ouais, je suis peut-être un peu créative. Ah bah, enfin, je pense, là, je vais vraiment parler d'un point de vue personnel. Moi, je pense que ça fait des années que j'ai compris que t'étais créative. T'as un gros côté DA, très affirmé. Et au final, ton univers, enfin, vraiment, tu l'as construit solo. Tu sais, par exemple, bah, il y a la personne qui a fait ton site qui est repassée derrière, mais au final, je suppose que c'est un peu toi qui a dit, je veux ça, ça, ça. Oui, Moi, je suis repassée sur le côté identité visuelle avec le logo, mais encore une fois, c'était toi qui avais dit je veux ça, ça, ça. oui. Après, c'est vrai que toi, t'arrives à matcher. Par exemple, le logo, c'était presque le premier essai que t'avais fait. Et je t'ai dit oui, vendu. Mais je me souviens qu'en fait, le logo, alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, on avait dit qu'on allait faire du coup un logo. Et j'ai galéré à le faire et je sais pas pourquoi un jour je me suis mise dessus, j'ai sorti un truc, je te l'ai envoyé, je t'ai dit voilà, je viens de faire ça par pur hasard, t'es pas obligé de le prendre, enfin voilà. Et tu m'as dit attends, je l'envoie à Julie. Et je crois que, je sais pas, peut-être le lendemain, tu m'avais dit bah ok, c'est bon. Bah oui, parce qu'en fait, je pense que tu m'as tellement bien cerné, et du coup, c'est un exemple parfait. Tu vois ce Hmm. logo, mode, bah tiens, c'est OK? Bah oui, c'est OK, évidemment. Je crois que ça a toujours été un petit peu comme ça dans notre collaboration. Où tu me Ouais, c'est disais, vrai. bah, je veux ça, débrouille-toi, je veux que ça soit comme ça, tu prends telle couleur, tel truc, mais il faut que ça ressorte comme ça. Et moi, j'arrivais en mode, bon, bah, j'ai fait ça, est-ce que ça va? Ok, je montre à Julie. Ok, ça va. Bah, c'est toujours comme ça. C'est vraiment toujours comme ça. Et justement, du coup, tu nous parlais de tes influences qui n'étaient pas forcément dans ton domaine, etc. Est-ce que tu aurais des exemples de marques ou d'autres entrepreneurs qui excellent dans leur utilisation du personal branding, puisque au final, toi, ce que tu fais au-delà du branding, c'est plus un personal branding qui te ressemble. Ouais. Et du coup, de leur image de marque sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as des exemples concrets de trucs qui fonctionnent pour toi? Moi, ce qui me plaît, c'est de m'accrocher aux personnalités des gens. Il y a des gens, en fait, sur les réseaux sociaux qui, je pense, pourraient être mes amis dans la vraie vie. Ok. Et en fait, c'est eux qui me font du bien et qui m'inspirent, en fait, au quotidien. Ou dans ce qu'ils partagent, ils racontent forcément des histoires, tu vois, il y a une grosse partie de storytelling là-dedans. Mhm. Ils le font pour la plupart malgré eux. Et en fait, c'est là que je trouve que c'est vraiment magique. Je pense notamment à Domingo, qui est streamer et qui nous a dernièrement embarqué dans son aventure de Danse avec les stars d'Internet. Absolument. Euh, ou pour les personnes qui le suivent depuis longtemps, savent que il sait pas bouger, il sait pas danser de base. Enfin, Mm. genre jamais on parierait là-dessus. Et du coup, c'est vraiment cool de le soutenir là-dedans et qu'en plus il gagne. Enfin, je veux dire, voilà, ça procure des émotions de fou. Alors que bah en fait c'est personne dans ma vie, c'est juste un streamer. Ouais, mais il te fait te ressentir une sorte de proximité au final. C'est ça, c'est ça. Et puis pour le coup, si on enlève la relation parasociale et tout ce que ça, voilà, tout ce que ça induit, c'est plus que ben du coup c'est dans ce genre d'action que lui il mène que moi en fait ça m'inspire dans ma vie d'entrepreneur où je me dis non mais imagine, on pourrait faire un danse avec les stars, mais nous à notre échelle ça pourrait faire genre danse avec les personnes qui créent des formations en ligne.
Excuse-moi, mais je me dois de te couper. Je pense que tu viens de lancer quelque chose, que ça Non, ne mais va pas disparaître comme ça. C'est enregistré, Julia. Je suis désolée, mais maintenant c'est acté. moi, je veux bien danser un cha-cha avec Aline, tu vois. Non, mais enfin, tu vois, en fait, ça crée des trucs un peu what the fuck dans ma tête. Genre, je fais des ponts entre des mondes Ouais, qui fait que, bah oui, souvent, c'est vraiment what the fuck trop, tu vois. C'est too ouais. much. Mais ça me permet de rêver. Et si tu veux, ça m'autorise à imaginer des choses où je n'ai clairement pas les moyens aujourd'hui de, tu vois, de mettre tout ça en place, bien sûr. Mhm. Et disons que ça entraîne mon cerveau, en fait, à imaginer des trucs et des liens. Et donc, là, tu vois, je t'ai parlé Domingo, mais ça pourrait être quelqu'un qui est complètement différent. Par exemple, une fille qui s'appelle Cozy Games sur Instagram. Ah, je Donc, vois c'est absolument qui c'est. Games. Et c'est une fille qui simplement partage régulièrement bah, des jeux cosy, comme son nom l'indique. Mais elle fait des visuels un peu chou, un peu doux. Et ben ça m'inspire à un autre niveau, tu vois, où je me dis, ok, Hmm. moi j'aime bien les jeux vidéo. Elle les présente comme ça, c'est intéressant. Si un jour moi je veux les présenter, comment je pourrais faire et comment je pourrais m'inspirer de ce qu'elle fait, parce que c'est cool. Voilà, c'est encore un autre domaine ou alors encore un autre truc. Alors là, on s'éloigne beaucoup, beaucoup de mon domaine de prédilection, à savoir la cuisine, pour le coup, qui n'est pas de mon fort du tout. Mais par exemple, j'adore suivre Alix Grousset Ouais. euh, et j'adore suivre Cook. Ok. C'est deux personnes qui montrent beaucoup de nourriture sur leur compte Insta. Donc moi, en fait, ça ne me parle pas. Je n'aime pas cuisiner. Donc, en vérité, le fond de leur contenu ne me plaît pas. Mais c'est la forme, c'est la manière dont ils présentent les choses, etc. Moi, je me dis, ok, mais le fond ne me concerne pas. Mais du coup, comment la forme, en fait, peut m'inspirer, moi, dans ma propre création de contenu, tu vois? Ok. C'est super intéressant. Surtout le côté cuisine. Ouais, c'est fou, hein, parce que du coup, Ouais. j'arrive à faire abstraction d'un truc qui m'intéresse pas du tout pour me concentrer sur ce qui m'intéresse au contraire dans le contenu. Je trouve que c'est très fort d'arriver à faire ça. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est dingue, mais encore une fois, tu vois, on retombe sur ton côté très créatif, où t'es capable de te nourrir de choses qui n'ont strictement rien à voir avec ton univers ou avec bah, simplement des trucs que tu aimes Mm. pour le transposer à autre chose. Et ça, bah ça c'est presque du génie, enfin Ah de bah mon point oui. de vue. Un petit peu quand même. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui aimeraient justement développer un petit peu de créativité pour la stimuler, cette créativité, et trouver de l'inspiration dans son travail au quotidien? Est-ce que tu as des activités ou des sources d'inspiration spécifiques que tu recommandes aux entrepreneurs pour nourrir un petit peu leur âme? Même si je pense connaître un début de réponse. Hum, Moi, pendant très longtemps, quand par exemple j'ai été face à quelque chose que je devais faire qui était dans ma to-do, qu'il fallait que je crée quelque chose, une newsletter, un carrousel, n'importe quoi, quand je trouvais pas d'idée, je me forçais à trouver une idée. Genre, je m'obstinais à trouver. Ok. Et depuis peu, parce que ça fait moins de 2 ans que j'ai ce réflexe, depuis peu, quand je suis bloquée et que ça ne vient pas de manière naturelle, je laisse tout tomber, vraiment tout, je laisse tomber, c'est pas grave, et je vais faire autre chose. Et au final, je me suis rendu compte que il valait mieux dans les moments où vraiment je me sens vide, genre j'ai l'impression de vraiment que j'aurais plus jamais d'idée de ma vie. Dans ces moments-là, j'ai appris à lâcher prise et à me dire c'est pas grave, c'est pas grave, tu vas faire autre chose, t'en fous. Parce que j'ai eu la preuve dans le sens inverse que parfois, à 22h30, je vais me mettre à écrire une newsletter parce que j'ai le feu à ce moment-là, tu vois. J'ai de l'inspi Ok. qui vient, je ne l'attendais pas, et au final, bah, c'est un peu comme l'amour, quoi, tu sais. Parfois, la créativité, elle arrive alors que tu l'attends absolument pas, à un moment complètement random. Et en fait, depuis que je fais ça, alors j'ai toujours des phases un peu de culpabilité en mode, bah, soit dans un sens, je n'arrive pas à produire alors que c'est l'heure, tu vois, il est 10h10, il faut produire. Et à l'inverse, bah, il est 22h30, c'est pas le moment. J'ai toujours une petite vague de culpabilité à ce moment-là en mode, c'est pas normal. Et Hmm. en fait, j'apprends depuis 2 ans, mais c'est un travail, voilà, tu sais, de mindset un peu où je me dis non, non, laisse le flow venir et partir. Et juste au moment où il vient, par contre, il faut que tu apprennes à le reconnaître et que du coup, tu l'exploites. Ouais, donc t'es passé un petit peu sur une méthode instinctive au final. Ouais, je me fais beaucoup plus confiance. Tu vois, un exemple très parlant, on envoie une newsletter tous les dimanches. Parfois, Ouais. le dimanche matin, elle n'est pas finie. Et avant, dès le mercredi, j'aurais commencé à paniquer, C'est littéralement. ce que j'allais dire, c'est que avant,
Je me Ouais. souviens parce que t'en parlais, ça serait jamais arrivé, ce genre de choses. Non. Et en fait, maintenant, je sais que la newsletter est tellement ancrée dans mon quotidien. Ça fait peut-être, je sais pas, peut-être 7 ou 8 ans maintenant que je l'envoie. Hmm. Elle est tellement ancrée dans mon quotidien que je l'oublie pas, en fait. Tu sais, c'est un peu comme se brosser les dents le soir. C'est Ouais. devenu un truc normal. Et en fait, c'est tellement devenu un truc normal que, bah, en fait, quand bien même elle n'est pas terminée le week-end alors qu'elle part le dimanche soir, je sais que je vais forcément trouver un moment pour la finir. Hmm. Je me fais confiance. Alors qu'avant, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je me faisais pas forcément confiance là-dessus. J'avais besoin de le planifier vraiment. Ouais, avant, tu te mettais plus la rate, alors qu'aujourd'hui, t'as plus appris à te lâcher la grappe. De fou. Et en fait, je me rends compte que bah finalement, ça fonctionne. Je me suis prouvé à moi-même que ça fonctionnait. Est-ce que tu trouves pas, du coup, là, je fais un parallèle, par exemple, avec ce que moi, j'ai décidé de faire depuis quelques mois. Est-ce que tu trouves pas que, du coup, ton niveau de créativité, il skyrocket le plafond? Ah, de Quand, fou. quand tu te forces pas à faire les choses et que tu laisses vraiment bah, les trucs venir par vagues et que tu te dis bah ok là j'arrive à rien, tant pis c'est pas grave. Je sais pas, t'arrives à penser à des trucs, à faire des choses que t'aurais probablement pas fait si tu t'étais forcé. Exactement. Et puis, je me suis aussi rendu compte que quand je me forçais, il y a 9 chances sur 10 pour que quand je revienne sur mon travail, je le supprime parce que c'était pourri. Ouais parce que du coup c'était pas un truc que vraiment tu ressentais et ça sortait pas de Exactement. tes tripes. Exactement. Ah c'est un truc de fou que ça fonctionne vraiment dans tous les domaines. Et donc, pour répondre à ta question, où du coup, je fais quoi, en fait, pour, tu vois, pour recharger ma jauge ou pour m'inspirer au quotidien, je fais tout sauf du travail. Je joue, je lis des trucs, je lis des thrillers, quoi. Donc, donc ça va pas trop m'aider dans mon entrepreneur. Enfin, voilà, dans ma vie d'entrepreneur, c'est pas instinctif le lien, tu vois. Mais je fais vraiment des trucs qui n'ont rien à voir. Et en fait, c'est souvent les ponts et c'est souvent, tu sais, dans les moments où justement ton cerveau, il peut vaquer à d'autres occupations, sous la douche, ou quand tu jardines, des trucs à la con. Ouais. Ça, je pense que j'en ai parlé du coup avec Denis dans l'épisode qui est sorti avant de la créativité en fait et les inspirations, elles sont partout et là où tu Ouais. les attends pas. Et toi, par exemple, je sais que tu joues beaucoup aux jeux vidéo. Je suppose que ça fait aussi partie de tes moments de rechargement de jauge. De fou. Et là, c'est pareil, il y a des choses à prendre dans les jeux vidéo. Mais complètement, il y a des choses à prendre, surtout que je joue beaucoup à des jeux de gestion. Donc, du coup, je réfléchis à des mécaniques, à me dire, ah ouais, comment on pourrait adapter Animal Crossing sur un carrousel? Et on l'a fait il y a quelques années. Ouais. C'est toujours des petits liens comme ça que je fais, mais il y a aussi des jeux qui sont tellement, tu sais, qui nécessitent tellement pas ton cerveau, comme par exemple un jeu comme Power Wash Simulator, où juste tu nettoies au Karcher des maisons. Bah, du coup, c'est trop bien parce qu'en fait, t'occupes tes mains, tu fais quelque chose, mais ton cerveau, il peut être en boucle sur un truc, tu vois, tu peux réfléchir en même temps. Ça, c'est trop cool. Ça, tu vois, c'est un truc qui me fascine. Le fait qu'à un moment donné, dans sa vie, il y a un gars qui s'est dit, je veux développer un jeu où les gens vont pouvoir nettoyer leur maison au Karcher. Où j'ai découvert là sur le pass Ultimate qu'il y avait Goat Simulator. Oui, Ou ne serait-ce que celui où tu dois gérer un supermarché. arrête, j'y joue beaucoup là. Je t'avoue que la première fois qu'on en a parlé, c'est mon ami Benjamin du coup qui m'a parlé de ça pendant qu'on mangeait. Il était tout content de nous dire qu'il jouait à ça et j'étais en mode genre mais quoi? Genre c'est ça ton jeu en fait. C'est fou. C'est très étrange. C'est fou parce que c'est un peu un mix entre retour en enfance et en même temps, c'est pas compliqué, tu vois. Mais je crois que c'est le genre de jeu où finalement tu poses ton cerveau à C'est côté de ça. toi, tu fais des tâches qui sont relativement mécaniques sans réfléchir parce que t'as pas de stratégie ou de trucs comme ça. Exactement. Et Mm. pour le coup, étant donné que moi, je vois mon travail comme un jeu, quand je sors d'un jeu vidéo qui m'a vraiment distrait, dans le sens, genre changer les idées, tu vois, par exemple, gérer un supermarché, ça n'a rien à voir avec mon biz actuel. Mm. Bah, du coup, quand j'ai terminé de jouer, j'ai envie d'attaquer un autre jeu. Et souvent, je dis, bah, je vais jouer au jeu du travail maintenant, c'est bon. C'est rigolo. Et dès que j'en ai marre de jouer au jeu du travail, je rejoue à un autre jeu vidéo, un vrai jeu. Et d'ailleurs, là, je vais te poser une question qui n'était pas du tout prévue, mais il me semble que au sein de GNG, t'as instauré le principe de gamification du coup. Oui.
Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors ouais, c'est un truc qu'on a mis en place l'année dernière, il y a 1 an maintenant, où en gros, certains programmes en ligne sont concernés par cette gamification et le but, en fait, c'est de collectionner des stickers. Et il y a un sticker à récupérer dans chacun des programmes. C'est comme les Pokémon. C'est un peu, voilà, c'est à collectionner. C'est à collectionner. Donc ça a commencé il y a 1 an et là, on est en train de clôturer cette première année de gamification en imaginant un nouveau jeu pour les mois à venir, Mhm. qui ne serait plus de la collection, mais autre chose. Mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Moi qui joue depuis que je suis toute petite, moi qui mets du jeu partout, dans absolument tout ce que je fais au quotidien est un jeu et pris sous le prisme des quêtes, des sous-quêtes. Enfin, Mm. voilà, c'est très important pour moi de mettre du jeu partout. Donc c'était une évidence qu'il manquait ça dans mon entreprise et dans mon offre. Et donc voilà, c'est assez naturellement que j'ai mis ça en place et qu'on a couplé avec des trucs qui nous faisaient kiffer. Par exemple, Julie, elle adore écrire à la main. Ouais. Et du coup, on a couplé ça avec l'envoi de petites cartes postales parce que ça nous fait kiffer. Ça sort du digital aussi, donc ça fait du bien. Mm. On essaie de mettre en fait dans notre entreprise tout ce qui nous procure de la joie en fait. Mm. Et du coup, ça donne une sorte d'ambiance qui nous ressemble vraiment en fait au quotidien, tu vois. On bosse sur un site web pastel Mm. avec des réseaux sociaux pastel. On envoie des stickers avec des cartes postales. Ouais. On a l'impression vraiment que juste on vit notre meilleure vie. Mais par contre, le fond, on se donne quand même un objectif de qualité au niveau du fond qui lui, vient puiser sa source dans d'autres influences. Par exemple, je suis très sensible à la qualité des contenus de certains créateurs sur Internet aujourd'hui où j'aime par exemple les campagnes marketing, tu vois, de Martine, Ouais. du coup de Gaëlle Garcia Diaz, où elle, c'est un produit, une campagne de malade, tu vois. Mm. Ça m'inspire beaucoup d'un point de vue, bah voilà, de la qualité. C'est on ne sort rien tant que ce n'est pas quali. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Mm. Mais ça va aussi jusqu'au plus petit contenu. Genre, les reels que fait Marie de Shaker Maker GIF. Ouais. Bah pour le coup, voilà, moi je me dis ok, je sors pas de reels tant que c'est pas de cette qualité-là. C'est pour ça que je n'en sors pas du coup. C'est dommage parce qu'en réalité, si tu regardes les anciens reels de Marie, ils sont pas ouf. C'est vrai, c'est vrai. Et je sais que du coup, il y a une question, tu vois, de perfectionnisme, etc., qu'il faut arriver à laisser tomber. Je l'ai laissé tomber sur certains contenus, mais il y en a d'autres pour lesquels je pourrais pas. Franchement, je comprends, hein. Je comprends parce que c'est vrai que quand t'as ce côté un petit peu perfectionniste où t'aimes que les choses soient bien carrées et qu'elles te ressemblent bien, s'il y a un truc qui va pas dans ce sens-là, ça te procure pas le sentiment de fierté de c'est moi qui l'ai fait, j'en suis contente, je le C'est sors dans le ça. monde, prenez-le. C'est ça, de plaisir aussi, parce que, ouais, ça fait tellement partie de mon ADN de sortir quelque chose de quali, tu vois, visuellement, que je peux pas faire autrement. Ouais, t'aurais l'impression de faire un truc en dessous. Je pourrais pas, tu vois, faire une cover de produit avec, tu vois, avec du comics sans MS. C'est pas possible. Je crois que ça briserait notre amitié le jour où tu ferais ça. Je retirerais ma demande en mariage, tout ça, c'est fini, quoi. C'est une évidence, tu vois. Enfin, c'est des trucs voilà, moi, je suis sensible à ça. Ouais. Et du coup, c'est no way de faire autrement. C'est parce que t'as un grand sens esthétique, au final. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, on revient sur le fait que t'es une créative qui s'ignorait et qui commence à s'accepter. C'est vrai. Ouais, bah écoute, on va les attendre, ces reels. Ben, ouais, peut-être ils arriveront jamais, hein. On va s'y accrocher comme Mais du coup, on saura pourquoi. l'espérance d'un nouvel album de je sais pas quel artiste. Ouais. Et du coup, alors tu nous as un petit peu parlé de ce que tu faisais quand tu avais des blocages, etc. Est-ce que t'as des habitudes ou des routines que tu intègres à ta journée pour stimuler un peu ta créativité, qu'elle soit artistique ou ta production de contenu, des trucs qui sont vraiment ancrés et auxquels tu ne déroges pas?
Mmh. Genre, je sais pas, te laver la frange, par exemple. Ah! Non, ça, c'est sorti, non, c'est sorti du process, clairement. C'est vrai? Ouais, c'est sorti du process, totalement. Pour le coup, qu'est-ce que je fais de manière assez systématique, finalement? Genre, qu'est-ce qui vraiment est récurrent? Je ne travaille plus globalement, entre 13h et 17h. Parce que généralement, je fais du 7h midi, tu vois, ou Ouais. 7h 13h. Et que je sais que je sers à rien l'après-midi. Et qu'au contraire, l'après-midi, c'est un peu une sorte de transition. Parce que souvent, à 17-18h, c'est là qu'il y a mon pic de créativité. C'est là où j'ai envie de créer des visuels, des trucs, tu sais pas pourquoi, ça pop comme ça en fin d'après-midi. Et ça dure plus ou moins longtemps en fonction de la hype, quoi. Donc, je peux faire un 17h-22h comme un 17h-18h, un truc très short. Mais, euh, mais ça, c'est un peu le rythme que j'ai depuis presque un an maintenant. Tu t'es bio-hacké. Un peu, j'avoue. C'est C'est... un peu bizarre. Non, c'est super cool. Mais j'aime bien. J'aime bien faire ça. J'aime bien aussi lire des contenus, prendre des notes, tout ça. Bon, alors ça va beaucoup dans le second cerveau, tu vois, mais c'est une habitude que j'ai depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Mhm. Et pour le coup, le fait de prendre des notes systématiques sur ce que je lis, sur ce que j'apprends, et de les stocker quelque part, de les ranger selon ma manière de réfléchir, souvent, quand je vais consommer un truc, un article, n'importe quoi, un contenu web, je vais me souvenir qu'il y a une note, tu sais, c'est un peu flou dans ma tête, où je me dis, ah, je crois qu'il y a quelques mois, j'avais noté ça là-bas, nanana. Je vais chercher, et là, en fait, le fait d'avoir tout stocké à un moment donné, à un endroit bien précis, je me retrouve avec une pensée en arborescence en mode, ah ouais, mais alors s'il y a ça, on peut greffer ça et machin. Et au final, bah, c'est plein de ressources et plein d'influences différentes sur plusieurs mois qui vont donner lieu à une idée. Ok. Et ça, c'est une habitude un peu en tâche de fond qui peut paraître un peu floue pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir un second cerveau et de l'alimenter. Mais c'est quelque chose d'hyper puissant quand tu t'y tiens, je trouve. Donc, mesdames et messieurs, Julia a développé son propre système d'exploitation. C'est OS Julia 2024. Arrête, ça pourrait être le nom d'un petit produit, ça. C'est drôle. Je prends des royalties. Non, mais en C'est drôle. réalité, t'as créé ton propre Neuralink. Ouais, C'est un un truc peu. de ouf. Un peu. Mais je crois aussi que tout ça, c'est intimement lié aussi à tu sais, à ma personnalité tu vois, de contrôle fric et de très angoissée. Enfin, c'est plutôt parce que je suis une personne angoissée qui fait que j'ai envie d'avoir le contrôle. Et vu que j'ai besoin d'avoir le contrôle, bah, tout ce que je vais mettre en place, c'est des choses de contrôle. Genre, prendre des notes sur ce que tu apprends, c'est un truc de maniaque, en fait. Tu vois, c'est un truc de Hmm. toqué. Faire un espace Notion qui reflète exactement la façon dont tu réfléchis, c'est un truc de toqué. Et c'est là, en fait, où c'est pour ça que j'ai du mal à me dire que je suis créative. C'est parce que pour moi, une toquée ne peut pas forcément être créative. Ah, Et là, on ouvre encore un autre débat, mais... t'es en train de parler à la nana la plus toquée du monde, déjà, première chose. Ah ouais? Ouais, mais ça, en fait, c'est pas une partie de moi que je montre parce que les gens ont pas forcément besoin de savoir ça. Mais tu sais qu'à la maison, ça crée des débats de ouf. Oui, c'est vrai. Eric, C'est vrai. il ne commence à comprendre que maintenant que quand je me mets à ranger de manière pas hystérique, c'est pas le mot que je cherche, mais tu sais, il faut que ce soit rangé maintenant. C'est pas parce qu'en fait l'appart il est sale ou qu'il est pas rangé. C'est parce qu'en fait j'ai besoin de moi de ranger mon cerveau, tu vois. Et oui. C'est systématique, mais ça va être pour tout. C'est comme ça et je pense que j'ai un problème de pas d'hyperactivité, mais tu sais de. Alors déjà j'ai un problème de concentration, ça c'est sûr. Mhm. Du coup ça se transpose à la vie en général en fait. Et ça peut être pour tout. Voilà, je trouve ça fou à quel point parfois aussi notre business peut refléter notre personnalité bien plus que simplement, tu vois, de créer un personal branding. C'est Ouais. genre ça découle de qui on est au plus profond de nous, quoi. Mm. Mais je pense que aussi que c'est plus simple au final de faire découler un peu de ta personnalité sur ton business parce que t'as pas à jouer un rôle. Ah, c'est ça, c'est le plus simple. Ouais.
Parce que tu les vois, les gens, au final, qui jouent un rôle qui n'arrivent pas à le tenir sur le long terme. Mm. Et je me souviens Clairement. qu'il y a quelques années, t'en avais parlé. Preuve que je note mentalement tout ce que tu dis. Il y a beaucoup de choses que j'ai notées, que je garde d'anciennes interviews que t'as pu faire ou n'importe quoi. Notamment le fait que quand on n'est pas à 100% sur un truc, ça sert à rien de se forcer parce que ce que tu vas sortir ne sera pas à 100% non plus. Ouais. Et ça m'accompagne depuis des années et parfois je me dis, ok, t'y arrives pas là? Cherche pas. Tu vas sortir du caca. Donc, reviens-y plus tard. Mais t'avais dit justement que c'était dans ton intérêt au final de pas faire semblant et d'être toi-même et de limite le laisser transpirer parce que dans tous les cas, si tu joues un rôle et que tu te fais passer pour quelqu'un d'autre sur Internet, tu finiras par t'essouffler parce qu'il y a un moment donné où tu n'y arriveras plus. Bah oui, puis c'est pas viable, c'est vraiment pas viable sur le long terme, tant d'un point de vue perso que d'un point de vue pro, quoi. Et puis, c'est super fatigant. C'est chiant, en fait, de pas être soi-même, de se forcer à porter un masque. Enfin, c'est relou, quoi. C'est clair. C'est clair. Du coup, il vaut mieux accepter son côté artistique et chaotique, parce que moi, Ouais. je suis clairement dans ma chaos era, voilà. Mais ça me va Je trouve bien. que l'accepter, c'est bien. Et en plus, quand tu l'assumes de manière très franche, c'est encore mieux. Mais clairement, C'est absolument. encore mieux parce que tu rapproches vraiment les gens. Et c'est ça, finalement, la puissance, du coup, du personal branding. C'est que si tu mets de toi-même dans tout ce que tu fais, vraiment de toi-même, Mm. des vrais traits de ta personnalité, quand tu vas toucher des gens, ce sera pour des vrais points communs, quoi. Ouais, absolument. Et ça crée des liens bien plus forts que quelqu'un qui garde un masque ou alors qui garde un filtre aussi. Mm, Ça veut pas dire tout dire, mais ça veut dire bah, quand tu dis quelque chose, tu le penses vraiment. mm. Ouais, Comme ça, tu es sûr que toutes les personnes chez qui ça résonne, bah, c'est des gens avec qui tu pourrais vraiment t'entendre, en fait. c'est clair. Et tu vois, justement, je trouve que c'est ce qui fait la force de GNG. Mm. Et je pense que c'est pour tous les gens qui vous côtoient de près ou de loin. Après, c'est vrai que nous, on est amis, je pense pouvoir le dire maintenant. Euh, Oui. Presque fiancés, mais ça, les gens ne le savent pas. Ah non, c'est les coulisses. Il y a un côté, tu parlais tout à l'heure de Domingo, mais avec GNG, il y a vraiment un côté proximité parce qu'en fait, on a l'impression de vous connaître. Et c'est justement ce que tu disais également tout à l'heure, le fait de te dire que bah je pourrais être amie avec ces filles-là parce que quand elles parlent de tel truc, bah je me reconnais trop là-dedans. Quand on parle d'entrepreneuriat, mais quand on parle d'autres choses, tu vois, par exemple, je suis sûre que tu parles à tous les gens qui n'aiment pas cuisiner, enfin, Mm. ou tous les gens qui aiment les jeux vidéo et qui sont auto-entrepreneurs, bah en fait, ça leur fait un point commun avec toi. Et du coup, les ponts que toi tu fais avec les autres contenus, bah en fait, nous, on peut les faire avec votre contenu à vous et se dire, bah voilà, là, je me sens bien dans cette communauté-là parce que quand elle parle de tel truc, en fait, j'arrive à faire des liens avec ce que moi j'aime. Et ça, c'est la puissance de GNG au final. Ouais, c'est important. Et puis même nous, en tant que... Enfin, tu vois, moi, ce qui m'a poussé à partager beaucoup de ce que j'aimais, et ce qui pousse finalement les gens à créer une chaîne YouTube, à créer un blog, etc., ou à créer un podcast, c'est de partager finalement ce que nous, on aime en espérant qu'il y ait des gens qui se reconnaissent dans ce qu'on dit, parce que au tout départ, on est seul, en fait. Absolument. Au tout départ, on est seul, je pense... bah, en fait, je pense à tous les pourquoi des YouTubeurs qui ont créé une chaîne YouTube. Au début... bah, c'est simplement pour partager leur passion en espérant qu'il y ait des gens chez qui ça résonne, en fait. C'est Moi, clair. c'est pareil, quand j'ai créé mon blog au tout début de mes années en freelance, bah, c'était pour raconter mes galères en espérant secrètement qu'il y ait quelqu'un qui rencontre les mêmes que moi et qu'on puisse en parler. Mm. Et donc, au final, même si nous, aujourd'hui, on a une grande communauté avec Julie, il y a toujours des moments où on se sent seul. Genre, quand bien même aussi on est un duo, parfois, moi, je me sens seule et où je me dis, ok, je suis la seule à faire ça, je suis la seule à aimer ça. Et le fait de partager en newsletter notamment que ben, je kiffe cette série, franchement, je pense qu'il y a une partie de moi qui espère secrètement que quelqu'un réponde à cette newsletter en disant ah, moi aussi je l'ai vu, j'ai adoré et tout. Tu vois? Mm. Ouais, mais ça, c'est ton côté humain. Le fait de vouloir partager. Tu sais, le fait de vouloir engager une discussion sur un sujet ou je pense qu'on a tous ce côté un peu où on a envie
on a envie de discutailler sur certaines choses et quand tu trouves des gens qui ont un intérêt, tu sais, c'est comme quand tu vas dans une soirée où il y a des nouvelles personnes, tu vas vite fait discuter avec les gens et puis tu vas parler, je sais pas, de musique ou de série et tu sens qu'il y a un lien qui se crée à partir du moment où t'as une personne qui va dire ah bah ouais ça j'adore etc. Tu sais t'as un petit des petites paillettes dans le cœur. De fou. Genre en mode ah trop bien, on aime la même chose et tout. Et de fil en aiguille, en fait, tu bâtis un petit lien avec cette personne et c'est trop cool. Ouais, et après, c'est puissant, hein. C'est puissant parce que si ce lien, il est alimenté de manière régulière pendant des années, c'est fou ce qui se passe après. Mais je crois, ça vient de me sauter aux yeux, hein. Je crois qu'il y a un exemple de ça, c'est notre amitié, qui est, Sur Evanescence. oui, qui est basé sur juste un titre d'Evanescence. Un album d'Evanescence, pardon. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est plus l'album. Au final, c'est là-dessus qu'on Pollen. a connecté toutes les deux. Ouais, Et c'est rigolo. ça part de là. Ouais, C'est fou. c'est clair. Bah alors maintenant, je vais te prendre un petit peu de jus de cerveau. Et je Oui. pense que on va rentrer dans les trucs un peu plus pas techniques, mais un peu plus ta partie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça va intéresser. Est-ce que tu aurais des conseils pratiques à donner aux entrepreneurs qui souhaitent améliorer leur présence sur les réseaux sociaux et justement leur image de marque en ligne? La première chose pour créer du contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est de s'amuser. Alors, pour 2 raisons. La première, qui entraîne la deuxième. La première, c'est parce que il va falloir créer beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux pour pouvoir se faire remarquer. Quand on débute, il n'y a pas le choix. C'est important parce que en fait, c'est la guerre de l'attention aujourd'hui. Donc, plus tu postes, plus tu as de chances qu'on te voit, qu'on croise ta route et qu'on découvre ton travail. Et donc, en fait, si tu prends pas de plaisir en créant du contenu, si tu ne kiffes pas ce que tu fais, si tu ne t'amuses pas, tu tiendras pas Ouais. sur la durée. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est de s'amuser. Et la seconde chose à faire, c'est que au début, genre selon moi, la quantité prime sur la qualité, parce qu'il faut produire beaucoup pour être vu. Par contre, la qualité ne dépend que de nous. C'est-à-dire que moi j'ai un standard qualité élevé, c'est-à-dire que voilà, comme je te disais tout à l'heure, je vais pas sortir de Reels si c'est pas à mon niveau, à mon standard de qualité. Il faut quand même avoir un standard de qualité en fait. Il faut quand même arriver à se créer des guidelines qu'il faut respecter en fait pour sortir un contenu. Oui, il faudra en créer beaucoup, mais par contre pas au détriment du minimum de notre professionnalisme en fait. Ouais. De pas, enfin en fait d'avoir un minimum de, on va dire d'amour propre et d'ego pour sortir quelque chose de propre. Ouais, faut pas lésiner sur la qualité non plus. C'est ça. De toute façon, la qualité prime toujours. Et c'est ce qu'on va regarder en premier. Je pense. Mais ça peut être la qualité du fond, la qualité de la forme. On peut publier une photo comme ça, sans filtre, sur son feed, une photo de notre chien ou de notre chat. D'un point de vue graphique, sur Instagram, ce sera pas du coup de qualité. Mais par contre, une description super engageante en dessous, qui est pleine, qui est pleine d'émotions, enfin, ou en tout cas qui fait vivre, en gros, des émotions chez la personne qui le lit. Là, c'est un post de qualité en fait. Donc ça dépend, enfin voilà. La qualité d'un contenu dépend de tellement de choses, mais tant qu'on est fier de ce qu'on sort, c'est ce qui compte. Ok, très bon conseil. Que je ne suis pas, bien sûr, mais très bon conseil. Si, toi, tu sors de la qualité. Quand même. Pas trop sur les réseaux sociaux, honnêtement. Mais ça, c'est parce que j'ai décidé de me laisser tranquille avec le feed Instagram. Parce que on est plus sur une réflexion personnelle, mais étant donné que la vie d'un post Instagram est pas très longue et que moi, en fait, si tu veux, j'ai pas grand chose à vendre derrière à part mon expertise de graphiste, on va dire. Mon feed Instagram, maintenant, ça va être plutôt ma vitrine, tu vois. Quand j'ai un truc très qualitatif. Du coup, ce sera quali. Voilà. Mais tu vois, par exemple, là, je ne poste pas parce que j'estime que les posts que j'ai préparés ne mettent pas en valeur les projets de mes clients et que du coup, en fait, je n'ai pas envie que ça vive sur mon feed. Et ben voilà. Et ben c'est exactement ce qui, moi, me retient de publier des Reels. C'est que j'en ai. Ouais. Mais selon moi, ils sont pas... Genre, c'est pas assez. Ouais, mais du coup, je comprends. Parce qu'après, c'est un truc qui reste dans tous les cas. Et même si tu finis par le supprimer, ça reste quand même. Parce qu'on le sait, tout ce qui est sur Internet reste. Mais du coup, je comprends. T'as des standards. J'ai mes propres standards aussi. Et si tu les rencontres pas à un moment donné, en fait, non. C'est ça. Après, si jamais quelqu'un nous écoute et débute, on n'était pas comme ça à nos débuts, Madeline et moi, je pense. Non, clairement pas. Moi, en tout cas, personnellement, je publiais, si on scrolle un peu sur Instagram et qu'on va jusqu'au fond de mon profil, on voit
à quel point mes standards de qualité n'étaient pas les mêmes à mes débuts que maintenant. Mm, Si on en est à ce stade-là, là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des années et des années qui sont passées depuis, quoi. Donc au ouais, départ, en fait, au départ, on a des standards de qualité qui sont plus faibles, je dirais. ouais. Enfin, ou plus flous, surtout. Mais ça, je pense que c'est aussi bien quand tu veux poster quelque chose que quand tu fais ton travail. Je pense que ton niveau de qualité, il augmente avec ton expérience, ce que tu apprends et ce que tu sais faire. Mm. Enfin, là, je parle vraiment pour les graphistes. Là, par exemple, mon niveau de qualité quand j'ai commencé, ne serait-ce que ce que je rendais à mes clients, quand je regarde mes trucs aujourd'hui, je me ris au nez et je me dis, mais oh là là, c'était tellement naze. Aujourd'hui, je serais incapable de sortir ça à un client, tu vois. Ben ouais, c'est normal. C'est qu'on a Et grandi, évolué, voilà, on a pris du skill. voilà. Et c'est vraiment, enfin, je pense que la meilleure image est pour les graphistes juniors, du coup, qui écouteraient, ou même les créatifs, ou n'importe quel type d'entrepreneur qui écouterait. Il y a un truc qui est très important à garder à l'esprit, c'est qu'on est tous sur un escalier. On n'est pas tous à la même marche. Et pour atteindre le haut de l'escalier, dans tous les cas, il faut grimper les marches. Donc c'est normal quand on débute de faire des trucs qui sont pas forcément ouf, mais avec l'expérience, bah la qualité elle augmente. Ouais. Faut juste se laisser le temps de monter cet escalier, d'apprendre, de faire des erreurs, de tomber, et c'est tout. C'est le voyage, je pense. Ouais, et puis kiffer, hein. Grimper des marches. Ça fait mal aux fesses, mais ça fait aussi les Parfois. fesses. C'est ça. Parfois, ça donne des courbatures, C'est vrai. Dans tous les cas, mais on est toujours l'entrepreneuriat, fier de soi à la fin. c'est ça. C'est pas un voyage de tout repos. Il y a des trucs qui vont pas. Parfois, ça va pas. Mais il y a quand même beaucoup de moments qui sont gratifiants et où on est quand même un peu fier de soi. C'est clair. Et ça, je crois que c'est presque ce qu'il y a de mieux dans l'entrepreneuriat. De fou, tu te retournes, tu vois toutes les marches que tu as déjà gravies, Ouais. et tu te dis, ah, pas mal. Ouais, et puis même, tu sais, quand t'as des coups durs, t'es un peu dans un mood un peu down, etc. Tu te rends compte que juste avant ça, en fait, ça allait très bien et que t'as eu d'autres moments down qui ont été suivis par des moments de pure euphorie où tout allait bien, où ça se passait super bien, t'étais super fier de toi, enfin, et je trouve que tu sais, c'est un peu les montagnes russes, mais c'est trop cool au final. De fou. Faut avoir le cœur un peu bien accroché quand même, Ah, ça, c'est clair. mais en vérité, c'est que du kiff. Ça, c'est clair. Et, et c'est surtout qu'on apprend énormément sur nous-mêmes, sur Ouais, les autres, sur des compétences bien particulières. C'est très enrichissant, quoi. ouais. Mais même quand t'en parles avec d'autres gens qui sont pas forcément entrepreneurs, tu t'en rends compte à quel point il y a une richesse dans cette expérience humaine De fou. et sur toi-même. Enfin, ouais, je sais pas. J'ai l'impression de m'extasier sur ce statut, mais c'est vrai qu'avec beaucoup de recul, c'est cool. Même quand ça C'est va pas, vraiment c'est très cool. cool. C'est ça. Ouais. Et pour en revenir du coup au contenu, alors je connais déjà la réponse, mais je vais te poser quand même la question. Est-ce que Oui. tu as des outils ou des ressources que tu recommanderais pour créer du contenu visuel attrayant et efficace sur les réseaux sociaux? Et oui, tu as le droit de prononcer le mot en C. Canva. Puisque je vous rappelle et que du coup, je travaille pour Canva. Ah, Voilà. Canva. Ouais. Canva, moi, c'est ce que je préfère. Je t'avoue que je me dis, j'ai hâte de voir s'il n'y a pas un petit concurrent qui va sortir de derrière les fagots bientôt, là. Mais il y en a un, Ah ouais? bah Adobe Express. Ah oui. Ah non, mais qui soit pas un mastodonte. Voilà. Ah, Tu un sais, petit truc genre comme Affinity par exemple. ouais, un truc, tu vois, tu sais, qui sortirait un peu comme ça de nulle part, qu'on connaîtrait pas, bah, tu vois, un peu comme Notion quand Notion est sorti finalement, Oui. qui viendrait un peu bousculer les codes de Canva, parce qu'en soi, bah, du coup, moi, j'adore Canva, j'y passe le plus clair de mon temps quand il s'agit de créer des visuels, Mm. et pas que pour les réseaux sociaux finalement, mais tu vois, même pour des docs en interne et tout, franchement, je fais tout avec. Mais je serais pas contre de voir une nouvelle interface, tu vois, un Mm. truc qui change un peu, tu sais. Moi, je suis souvent comme ça, j'ai souvent envie de changer les meubles de place chez moi, de changer, tu vois, les blocs du site web, etc. Et je t'avoue que je suis un peu lassée du menu de Canva, c'est toujours le même depuis des années. Mm. J'aimerais bien que ça change un peu, qu'on ait la sensation de changer d'outil. Ah bah il y a bien Voilà. quelqu'un qui va sortir quelque chose de similaire. J'aimerais bien, juste pour voir ce que ça donnerait, de Mm. changer un peu.
Ça Voilà, mais devrait sinon, aller. bah oui, je suis fidèle à Canva. Alors, pour les graphistes qui nous écoutent, j'aimerais débunker mes propres propos. Je ne suis plus anti-Canva. Voilà. Alors, je fais partie de la team Canva France, là. J'ai encore rien produit pour eux, ça va venir. Laissez-moi un petit peu de temps. Mais donc, on revient sur une chose, c'est qu'on ne fait pas un logo sur Canva, bien entendu, hein, quand on est graphiste. Mais, par exemple, je le dis, j'ose le dire, je fais mes chartes graphiques sur Canva. Parce que j'ai un template que je me suis fait, c'est beaucoup plus rapide que de faire sur InDesign ou que sais-je encore. Et en fait, j'ai des clients qui m'obligent dans tous les cas à faire des templates sur Canva. Donc Canva, ça peut être très correct. Moi aussi, je t'ai obligée dans le passé. Oui, absolument. Je fais partie des gens qui ont obligé Madeleine à Absolument. travailler sur Canva. Mais au final, tu vois, je trouve pas ça désagréable parce que t'as quand même, c'est quand même très simple d'utilisation, beaucoup plus simple que certains logiciels de mise en page comme InDesign que j'ai envie de brûler personnellement. Mais Moi, je me pose une question. dis-moi. Si vous, finalement, votre mission en tant que graphiste, c'est quand même de satisfaire vos clients. Ouais. Mais en fait, au final, si votre client il est plus à l'aise pour prendre le relais sur vos prods, sur un outil comme Canva, pourquoi Canva est vu comme, tu vois, comme le Wish, tu vois, du graphiste? Alors, je pense honnêtement que... Si ça sert la mission, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que c'est parce que t'as des gens qui vont faire des choses sur Canva qui normalement se font vraiment sur un logiciel vectoriel. Toi, par exemple, t'as des illustrations, des logos, des trucs comme ça. En fait, tu peux pas les faire sur Canva, c'est impossible. Enfin, Ouais. actuellement, je pense que c'est pas possible. À mon avis, ça va arriver. Je pense qu'on est en train d'assister au downfall de Adobe, vraiment. Ouais. Je le dis, voilà. Mais par contre, tu vois, pour tout ce qui est production de posts Instagram, de PDF ou n'importe quoi, etc., je pense pas que ça soit mal de passer par Canva. Si t'as le client qui va prendre le relais derrière, je pense qu'au contraire, c'est une bonne chose. Parce que du coup, tu Ouais. satisfais ton client à tous les niveaux. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Je me dis au final, vu que la mission d'un graphiste, c'est rendre son client heureux, Mm. comme la plupart des prestataires de services, si ce n'est tous, ben, au final, si ton client est heureux de pouvoir prendre le relais et de pouvoir récupérer une maquette ou faire des modifs directement sur un outil, pourquoi ne pas l'utiliser? Bah c'est clair, mais moi c'est pour ça que je m'y suis mise du coup. Et tu vois par contre, il y a tout ce qui va être illustration, logo, etc. Je l'ai fait sur Illustrator, donc sur Adobe. Ouais. Et l'avantage de Canva, c'est que tu peux importer ces éléments en SVG directement dans Canva. Et en fait, ça va te permettre de changer la couleur. Bah oui. Genre super simplement. Et donc tu n'es pas du tout obligé quand tu es graphiste d'utiliser des éléments fournis par Canva. Sachant que aujourd'hui, donc moi tu sais, je suis rentrée dans le programme Canva Creators pour Canva France du coup. Ouais. Et en fait, tous les templates qu'on va voir, il y en a de plus en plus, ça va être des graphistes qui les auront faits. Ok. Donc tu vois, Canva essaie quand même de se mettre à la portée de tout le monde et de fournir des templates qui ont été pensés par des gens dont c'est le métier. Et il y a beaucoup de petits éléments, des petites illustrations, etc. Ce sont des graphistes comme moi qui ont fait des éléments à l'extérieur, qui les ont importés dans Canva, et ça permet à des gens, bah voilà, qui sont pas graphistes ou qui sont pas créatifs du tout, de les utiliser. Ouais, ouais. Et du coup, de bénéficier d'une qualité graphiste Voilà, sur un outil qui fait une sorte de passerelle finalement entre un utilisateur lambda et un graphiste. voilà. Après, le seul truc, c'est que forcément, bon, je pense que ce qui chagrine un petit peu beaucoup de graphistes, c'est que tu vas avoir des gens qui vont se contenter juste de ce qu'ils vont trouver en gratuit sur Canva, alors que ça peut desservir une entreprise. Je sais pas Ouais. si Bah oui. là c'est un peu compliqué. On va rentrer dans les trucs un peu plus genre essayer de vendre une identité visuelle, mais tu peux pas, par exemple, si t'as envie de monter un business. Je sais pas moi, qui va fleurir à l'international ou même pas national, prendre des trucs qui auront déjà été utilisés par une autre entreprise. Mais oui. Parce que ça, du coup, là, la fatalité, c'est que ce que toi, tu vas faire sur Canva, en fait, n'importe qui d'autre à l'autre bout du monde peut faire la même chose. Donc, t'as plus le principe d'unicité, enfin, de trucs uniques que tu pourrais avoir en passant par un graphiste. Mais Ouais. après, je pense que t'as quand même beaucoup de gens dans le monde du graphisme qui sont en train de changer d'avis par rapport à tout ça. Et je crois surtout que quand tu as assez confiance en ton travail, en tes qualités et en ta réputation,
tu te sens beaucoup moins menacé par Canva, tu vois? Je pense aussi, ouais, tout à fait. Parce Oui, que tu le vois comme un outil, en fait. ouais, voilà, en fait, si tu veux, quand tu débarques dans le monde du graphisme freelance et que tu vois qu'il y a beaucoup de clients au final qui préfèrent passer par Canva plutôt que de passer par toi, tu sais, ça te renvoie à une image de bah ok, en fait, il y a un outil alors que moi je suis là et tu te poses des questions sur ta place, sur ton travail. Après, quand t'as plus de clientèle, que t'as plus d'expérience, tu le vois comme un levier, comme un truc que tu peux proposer en plus à tes clients, du genre, ok, moi je te propose ça, et puis je t'intègre, bah par exemple, moi je propose les templates sur Canva directement. Ouais. Et d'une certaine manière, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on le sait, enfin les gens des fois sont pas sur leur ordinateur, ils veulent faire un post Instagram directement sur Canva, etc. T'as beaucoup de gens qui le font sur le téléphone portable. En fait, tu rends service à ton client et il est plus enclin à accepter ta prestation en fait. Oui, et finalement, c'est simplement faire un switch, tu vois, mindset et de se dire Canva n'est pas mon ennemi, mais Canva va être celui qui va me permettre de vendre des prestations plus complètes, quoi. Absolument. C'est absolument ça. Donc du coup, je pense pas que Canva aujourd'hui soit l'ennemi. Au contraire, il faut le. Je pense que c'est bien de l'intégrer à une offre ou que sais-je encore. Mais non, non, franchement, c'est Mm. très cool. Ça, par contre, j'ai essayé avec Adobe Express et pour le coup, je trouve que c'est un truc qui n'est pas du tout user-friendly, on va dire. C'est encore trop compliqué. Pour moi, ça reste trop dans la vibe Adobe. Ouais, Donc effectivement, je pense que ça fonctionne pas très 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 bien Adobe Express. On voit qu'ils ont voulu concurrencer Canva parce que c'est presque la même interface. ok. Mais ma foi. Donc du coup, amis graphistes, n'ayez pas peur du Canva. Embrassez le futur. Voilà. Après, on rentre pas dans les histoires d'IA, etc. Mais pour le moment, écoute. Ouais, Eh ben écoute, du coup, on va s'approcher doucement de la fin de cet épisode, car ça fait presque 1 heure qu'on est en train de se parler. c'est vrai. Mais j'ai encore 2 petites questions, et là, on va parler plutôt de bien-être au travail. Ouais, Du coup, toi, tu travailles dans le domaine du contenu en ligne, finalement, si je prends les choses oui, un petit peu de manière large, oui. qui peut être très exigeant sur le plan émotionnel. Comment est-ce que tu prends soin de ton bien-être mental et émotionnel dans ce contexte-là? Je, je m'éloigne un maximum. Alors là, je vais te dire en ce moment, ce qui se passe en ce moment. Essentiellement, je m'éloigne de plus en plus des réseaux sociaux parce que clairement, je me rends compte que mon mood peut être conditionné par un réseau social et juste c'est hors de question en fait. Hmm, C'est juste no way. On a déjà assez de problèmes en dehors d'Internet en tant qu'adulte c'est à clair, gérer. c'est clair. Alors si en plus il faut en retrouver d'autres quand tu ouvres une plateforme sociale, c'est mort. Hmm, Que j'essaie de moins consommer des réseaux sociaux, notamment de manière très claire, ça fait maintenant plus d'1 an que je ne scrolle plus. Instagram, moi, ça me sert de boîte de réception de messages. mhm, Ça me sert à poster mes contenus, à répondre aux commentaires et c'est tout. Et à poster des stories, mais c'est tout. En fait, je suis pas une très bonne followeuse ouais. parce que je commente pas les posts des gens que je suis. Moi, je ne fais que regarder les stories et les liker Mhm, et y répondre parfois, mais c'est tout. Donc au final, ça me permet de ne pas voir ce qui se passe en fait et de tracer ma route. hmm, Je n'ai plus TikTok. Je ne consomme rien sur mon téléphone en fait qui soit social. Même Thread, je ne l'ouvre quasiment plus. Et donc du coup, ça se limite à YouTube et Twitch en fait. ok. Et ça, pour le coup, je me mets pas de limite parce que YouTube et Twitch, c'est vraiment des algorithmes et des gens que je suis sur Twitch notamment, des personnes qui ne parlent vraiment pas de mon secteur d'activité, très peu. Donc Hmm, finalement, c'est vraiment genre 85% de distraction. Et qui dit distraction dit en fait du contenu qui me fait du bien. Donc finalement, voilà comment je compose un peu comment le contenu web arrive jusqu'à mes yeux. Et sinon, j'essaie aussi de faire très attention à qui je lis, notamment en newsletter, ouais. à quelle newsletter je suis inscrite, à du coup quelles émotions me procurent ces newsletters. Il y en a certaines qui vont nous procurer de l'excitation, du bon stress, tu vois, genre Hmm, tu sais, des émotions, on est un peu en mode énergisé à la ouais, fin, ouais. parce que ça nous motive, tu vois, ça nous excite. On a envie d'essayer quelque chose ou de suivre la personne dans son aventure ou des choses comme ça. Il y en a d'autres qui t'apprennent des choses très, très
neutre, on va dire, tu vois, ça te donne des émotions en mode d'accord, ouais, c'est utile, ça pourra me servir. Donc, ça, généralement, ça part dans le second cerveau, tu vois. Mhm. Et t'as des newsletters qui, avec le temps, te procurent des émotions plus négatives que positives. Genre Euh, culpabilisante. et voilà, parce que elles pointent du doigt des choses, elles sont beaucoup dans les injonctions, Mm. etc. Et en fait, parfois, tu as la force de ne pas prendre, du coup, ces injonctions pour toi. Ouais. Dans ce cas-là, franchement, ça passe parce que tu comprends pourquoi cette personne donne, en fait, ce conseil-là. Et du coup, tu te dis, bah oui, oui, je comprends, mais moi, je me sens pas concernée. Tu sais, parfois, t'as la force de te dire ça, Mm. mais parfois, t'as pas la force de te dire que tu n'es pas concernée. Ouais. Et parce que t'es faible en ce moment et que pour peu que, voilà, que tu sois un peu faible, franchement, ça peut faire très, très mal de lire des contenus, bah, qui sont un chouïa culpabilisant. Ça peut suffire à te bousiller une journée, en fait. Ouais, parce que tu bascules dans l'émotion et après Ouais. t'es Des plus fous. Et capable tu de faire remets en le, question ouais. des choses alors qu'il n'y avait pas forcément lieu d'être, mais en fait, t'es plus capable d'être vraiment lucide. Mm. Donc, du coup, je fais très attention à... Quand ça me procure ce genre d'émotion, j'essaie de me demander si c'est la première fois ou pas. Si c'est pas la première fois, c'est qu'il est temps de se désabonner. Ouais. Et donc, au final, j'éloigne de moi tous les contenus qui pourraient générer une remise en question inutile ou qui pourraient me faire du mal, en fait, inutilement, psychologiquement. Mm. Et voilà en gros, comment je navigue. Et donc, j'essaie de composer mon quotidien et ma consommation de contenu sur des choses qui me font du bien. Et je pense que beaucoup de gens devraient faire la même chose. Ouais, mais c'est C'est, dur, tu sais, de te désinscrire parce que, tu vois, tu peux aimer aussi la personne et pas forcément la façon dont elle aborde des sujets. Tu ouais. sais, il y a plein de nuances, quoi. Donc, ça peut être parfois un peu compliqué. Après, je pense que en tant que personne qui envoie du contenu, tu dois aussi être capable d'accepter que peut-être que ce que tu produis ne correspond plus finalement à un de tes abonnés. Exactement. Exactement. C'est qu'on a le droit de s'abonner à un moment donné et de se désabonner à un autre, en fait. Ouais. Nos vies changent, nos objectifs changent, nos goûts changent aussi, tu vois. Ouais, puis en tant qu'humain, on évolue, donc c'est C'est ça. normal. Et du coup, en dehors de tout ça, quand tu veux décompresser, est-ce que alors je sais qu'il y a les jeux vidéo, Oui. mais je crois qu'il y a aussi la peinture depuis peu. Ouais, je fais de la peinture au numéro Ouais, depuis un peu. Ouais, je sais pas, depuis un an peut-être maintenant. Depuis un an, j'en fais, mais c'est par phase. Tu sais. Moi, je fonctionne par phase. ouais. Je vais avoir une phase peinture, une phase lecture, une phase série. Il y a que les jeux vidéo qui sont vraiment en tâche de fond tout le temps. Mais sinon, c'est des phases. Ouais. Et en ce moment, c'est vrai que je suis en train de peindre la ville d'Amsterdam. Voilà. Mais c'est trop C'est cool. super galère. Il y a plein de détails, il y a des tulipes, j'adore les tulipes. Ouais, mais c'est trop cool parce qu'encore une fois, tu vois, c'est des activités qui te permettent de décompresser et de poser un petit peu ton cerveau. Ouais, de fou. Je fais aussi pas mal de mini jardinage, genre tu vois, je m'occupe de mes plantes, je leur parle. Alors ça, c'est improbable d'entendre ça dans ce podcast, C'est mesdames clair. et messieurs, puisque C'est il clair. y a pas moins de 2 ans, Julia faisait crever ses plantes. C'est clair. Mais c'est fini. J'ai réussi. C'est génial. J'ai réussi à maîtriser tout ça. Et c'est trop cool. Donc ouais, ça c'est cool. Et puis après, ben, beaucoup de rire avec les copains aussi. Beaucoup, beaucoup de ça. Dès que vraiment mon quotidien me semble lourd, tu vois, Ouais. lourd et chiant. On va pas se, on va pas se mentir. Quand tu vois les décisions, elles me semblent vraiment trop grandes pour moi. Je me dis, ok, je vais aller écouter les problèmes des autres, tu vois. Mm. Je vais aller écouter les problèmes des autres. Ça va me faire relativiser sur les miens, peut-être. Ça va me faire penser à autre chose, en fait. Ça va me faire me défocus de mes petits soucis à moi. Ouais. Et je trouve que d'aider quelqu'un d'autre, ça te permet de sortir de ta merde et de te ré-up. Tu sais, ça te revalorise, en fait. Ouais, puis ça te recentre aussi un petit peu. Ouais, Ça te ouais, permet ouais. de remettre les choses en perspective. De fou. C'est bête, hein, mais parfois tu vas te rendre compte que le problème pour lequel tu t'étais fait une montagne, il est si petit. Ah, c'est clair. Ça arrive presque. Alors bon, je minimise pas certains problèmes, mais ça arrive souvent des fois qu'un problème qui t'a bouffé la vie et tu t'es retrouvé en PLS sur ton canapé sous un plaid à pleurer, bah en fait c'était pas grand-chose.
Ouais. C'est juste qu'à un instant T, en fait, c'était le plus gros truc qui pouvait t'arriver dans la vie, quoi. C'est ça. Et puis après, finalement, le recul et en gros l'expérience te font relativiser plus vite. T'as moins besoin, tu vois, de ces hacks. Ouais. Du coup, pour relativiser, mais c'est vrai que les potes, moi, ça m'aide beaucoup. En plus, ils sont drôles. Et moi, Ouais. j'aime les gens drôles. Mais bien sûr, mais t'es drôle, Julia. Franchement, c'est important de rire. Mais bien sûr, c'est la meilleure remède de rigoler. Ça guérit tout. Bon, pas tout, mais genre ça ajoute pas de l'argent sur ton compte en banque, tu vois, mais Ouais, mais ça te donne un mindset qui te permet justement d'aller chercher cet argent qui te manquerait sur ton ouais, compte en c'est banque. clair. Puis ça fait décompresser, ça fait du bien, ça fait les abdos, ça fait du bien au cerveau. De fou. Ajoutons à ça un petit apéritif au soleil et je crois qu'on a tout pour que ça aille bien. C'est clair. C'est très français de dire ça. Je crois qu'on est le seul pays qui se dit ok, l'apéro ça peut tout résoudre en réalité. C'est clair. Ah là là, en tout cas, Julia, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, c'était cool. Ouais, c'était super chouette. Je suis super contente qu'on ait réussi à enregistrer cet épisode et j'espère que la prochaine fois on pourra avoir Julie avec nous. Oui, ça serait trop bien. De toute façon, si on parle d'apéritif au soleil, je suis sûre que Julie va apparaître. Oui. Comme ça. De manière instantanée. Du coup, Julia, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur le site internet idon'tthink.fr où il y a absolument tout. Les liens vers les comptes sociaux, pour s'inscrire à la newsletter, pour lire les articles de blog, etc. C'est plus simple. C'est le plus simple. Trop chouette. Bon, eh bien alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, je te dis encore un gros merci, Julia. C'était vraiment trop chouette. Merci à toi. Il me tarde de lâcher cet épisode dans la nature. Oui. Et puis, ma foi, je te dis à bientôt. À très vite. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chromatica, j'espère vraiment qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire ou un mot d'amour ainsi que des étoiles. C'est vraiment ce qui aide à faire connaître le podcast en plus de m'envoyer du love. On se retrouve dans le prochain épisode, mais en attendant, tu peux me suivre sur Instagram pour jeter un œil à mon travail. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à très très vite.